Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des Alpes de la mi-journée. Au sommaire, la menace imminente de l'effondrement d'un pan de montagne au tunnel du Chambon en Isère. Inquiétude pour les habitants du hameau des Aismes en amont de la faille. Nous ferons le point sur le dispositif de sécurité déployé avec Joël Serroni sur place et en direct. L'équipe de France d'aviron à la rame sur le plan d'eau d'Aiguebelette en Savoie. Entraînement tôt ce matin pour les rameurs tricolores en vue des championnats du monde qui se dérouleront là-bas du 30 août au 6 septembre prochain. Enfin, la couleur du temps reste au rouge vif, pas de répit sur le front de la canicule qui monte même d'un cran aujourd'hui. 28 degrés en pleine ce matin, 36 annoncés cet après-midi. Cœur fragile, s'abstenir d'efforts. L'effondrement est donc imminent, c'est le mot, au tunnel du Chambon en Isère. D'après les spécialistes, le glissement de terrain peut survenir à tout moment d'ici dimanche. Face à cette situation inédite, la préfecture a mis en place un système d'alerte et un dispositif de sécurité spécifique pour protéger les populations. Alors sur place, nous retrouvons tout de suite Joël Serroni. Bonjour Joël. Alors comment est l'ambiance et que se passe-t-il ce matin sur place ? Alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir derrière moi, la montagne, rien de nouveau du côté de la montagne, elle n'est pas tombée. On voit de temps en temps quelques cailloux tomber dans le lac, dégager un petit panache de poussière, mais rien de très important. Ce qui a surtout changé, c'est le paysage autour du lac du Chambon. Et là, on a vu fleurir bon nombre de panneaux d'interdiction de stationner, de s'arrêter, et beaucoup de gendarmes. Je suis avec le commandant de groupement de la Mure, donc Bertrand Host. Vous êtes chargé de coordonner ce dispositif. Quel est finalement votre objectif ? Alors bonjour, l'objectif aujourd'hui du dispositif est avant tout de protéger les populations. Voilà, donc notre mission est d'interdire tous les abords du lac qui ont été identifiés comme risqués suite à l'éboulement. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme moyen en fait ? Beaucoup de monde, on a vu des plongeurs, du PGHM. Oui, alors effectivement, c'est un dispositif d'ampleur qui a été mis en place. On a des unités qui viennent du département, comme la sécurité routière, le secours en montagne de la gendarmerie et les unités plus traditionnelles départementales. Mais on a également fait appel à d'autres forces qui viennent des départements limitrophes, que sont la brigade fluviale d'Aix-les-Bains, par exemple. Alors, vous avez cherché des aides ce matin, ça veut dire que le PGHM est aussi associé grandement, plusieurs hommes. Exactement, il faut qu'on soit en mesure éventuellement d'extraire des personnes très rapidement et dans un maximum de sécurité. Voilà, des extractions qui peuvent être éventuellement faites par hélico avec l'appui de la section aérienne de gendarmerie qui se trouve à Bron. C'est ce que vous craignez un petit peu, des comportements un peu irresponsables, des gens qui aillent s'aventurer ? Alors pour l'instant, on doit dire que tout se passe bien, mais effectivement c'est un danger. Et puis ce n'est pas la seule difficulté, puisqu'on est confronté à des conditions climatiques aujourd'hui très chaudes. Donc les gendarmes restent vaillants. On craint aussi de rester dans la durée, même si on s'est organisé pour tenir dans le temps. Voilà. Mais pour l'instant tout va bien. Ça va être aussi notre cas, de durer dans le temps, de résister à cette chaleur et puis d'être là au moment où ça va se passer. Donc voilà, on se retrouve dans les prochaines éditions. Merci Joël pour toutes ces précisions sur place. Alors il faut savoir que dès hier soir, le hameau des Aismes faisait l'objet de toutes les attentions. Ce petit lot de maisons a la particularité d'être juste au-dessus de la faille qui menace de provoquer l'éboulement à tout instant maintenant. Il a donc fallu prendre des précautions particulières pour protéger les habitants. Cédric Picot, Vincent Labrand. Ils savent enfin à quoi s'en tenir. 7 familles vivent ici, juste au-dessus de l'effondrement à venir. Finalement, ils n'auront pas à quitter le hameau des Aismes. Les habitants pourront rester calfeutrés chez eux pendant l'événement, à l'abri du bruit et de la poussière. Il n'y a aucune raison d'être inquiet. La montagne, la faille qui bouge et existe depuis très longtemps. Elle s'est accélérée depuis peu, mais la zone étant extrêmement limitée et très localisée, nous ici dans notre petit hameau des Aismes, on craint strictement rien. Je fermerai mes fenêtres, mes volets pour éviter effectivement la poussière. Après le bruit, on saura l'expliquer aussi, donc voilà. Puis on a qu'une hâte, c'est que ça tombe de toute façon, donc on est prêt. Depuis le 10 avril dernier, un pan de montagne menace de s'effondrer dans le lac du Chambon. Le mouvement de terrain rend la route entre Grenoble et Briançon impraticable. Dans le secteur, la chute de cet ensemble serait plutôt vécue comme un soulagement. Compte tenu des problèmes de circulation, des problèmes humains aussi avec nos voisins de la Grave et du Vélard d'Arène, je pense qu'il est maintenant les gens sont sereins
attendent avec impatience l'arrivée du phénomène. Quand il y aura l'alerte? En attendant la chute, le hameau des Ems n'est accessible qu'à ses habitants. D'après les spécialistes, près d'1 million de mètres cubes de roches pourraient se détacher de la montagne dans les heures qui viennent. Et puis, une semaine, jour pour jour, après l'attentat d'un site chimique à Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, les obsèques d'Hervé Cornara se sont déroulées ce matin en l'église de Fontaine-sur-Saône, près de Lyon, où vivait la victime de Yacine Sali. Une cérémonie très émouvante à laquelle Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu. Elisabeth Fili, vous êtes sur place. Bonjour Elisabeth. Comment se déroule cette cérémonie qui a commencé aux alentours de 10 h ce matin ? En fait, comme vous le voyez, l'église est vide puisque la célébration était très courte, hein, entre 50 minutes et 1 heure à peine. Mais les Fontainois, je vous assure, sont venus en nombre, en solidarité avec la famille. Au milieu de la célébration, la femme d'Hervé Cornara a tenu à remercier les pompiers qui ont maîtrisé l'assassin présumé de son mari ainsi que les enquêteurs qui l'ont arrêté. Très discret, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a rendu un hommage vibrant de la nation à Hervé Cornara. Il a rappelé la fermeté du gouvernement et sa volonté de lutter contre le terrorisme. Nous l'écoutons. D'accord. Voilà. Alors, je veux juste vous dire en solidarité ce qu'il a dit. En fait, c'est vraiment rappeler la solidarité des Fontainois ici, puisqu'il y a eu une marche blanche, je vous le rappelle. Et il a associé tout le pays et tout le peuple français envers ce qui arrive, et rappelant aussi les attentats qui ont eu lieu en Tunisie. Nous avons eu aussi la communauté musulmane, bien sûr, avec Kamel Kaptan, le recteur de la mosquée de Lyon, mais aussi le président du conseil régional du culte musulman. Ici, vous savez, tout le monde a beaucoup pleuré. Bien sûr, l'enterrement s'est fait dans la plus stricte intimité au cimetière. Nous n'avons pas eu le droit de suivre le cortège. Merci, voilà. Merci à vous Elisabeth Fili pour ces obsèques d'Hervé Cornara, ce chef d'entreprise de Saint-Quentin-Fallavier en Isère qui restera le premier Français décapité sur le sol français au nom du groupe État islamique. On passe maintenant à l'histoire d'un conflit. C'est à Charbonnex, en Haute-Savoie, une polémique entre un maire, entrepreneur de travaux publics d'un côté, et l'un de ses administrés. Tout est parti d'un tas de gravats, une décharge sauvage, dit l'un, une plateforme de recyclage, dit l'autre. Décryptage de ce méli-mélo, Ingrid Pernet et Serge Vorette. C'est l'histoire d'un tas, un gros tas de gravats qui repose sur un terrain classé par le plan local d'urbanisme en zone naturelle boisée. Dans son costume de maire, Jean-François Gimbert n'hésite pas à se justifier. C'est clair, hein, c'est en zone ND, c'est clair, hein, mais je vais surtout pas aller contre. Par contre, il y a une petite, comme par hasard, il y a une petite zone de ce terrain qui est classée en NAX. Cette zone, dès 1970, elle avait une activité, elle accueillait une activité économique. Moi, en 1980, j'ai commencé mon activité de terrassement et j'ai commencé à utiliser cette plateforme. Et en 92, quand le POS a été approuvé, il était clair que l'affectation qui a été mise à ce terrain ne correspondait pas du tout à la réalité. Dans son costume d'entrepreneur de travaux publics, cette fois-ci, M. Gimbert a du mal à s'expliquer avec le voisinage très énervé devant ce tas de la discorde. Toute personne sur Charbonnex doit respecter le POS. Je suis désabusé par la situation. Pour les voisins constitués en association, la situation est simple. Monsieur le maire ne respecterait pas la loi. Monsieur le maire, lui, affirme ne pas vouloir abuser de ses pouvoirs en révisant le plan local d'urbanisme. On l'accuserait de conflit d'intérêts. En attendant, les procédures se multiplient, les plaintes s'accumulent, la tension monte. Et si on commençait juste par se parler ? On passe au Salon européen de la robotique, le fameux InnoRobot qui se tient à Lyon en ce moment. Après la présentation de Pepper, l'Android star du salon, la journée d'hier était dédiée aux professionnels. Frédéric Liop et Édouard Blaise se sont intéressés aux nouveautés de cette 5e édition qui fait la part belle aux robots collaboratifs qui interagissent avec les humains. Hello, I'm SociBot. Voici SociBot, un robot social d'accueil élaboré pour interagir avec les humains. Il peut modifier la forme et les expressions de son visage à volonté pour s'adapter à la personne qui se place face à lui. Il suffit ensuite de programmer ses commentaires en fonction du lieu où il est installé.
C'est mieux qu'un écran et un clavier. On peut s'en servir dans des musées, un peu comme un guide pour répondre aux questions des visiteurs. Ou encore dans un supermarché. Voilà, donc ce robot, quand on se met en face de lui, il est capable de repérer l'expression de votre visage, voir si vous êtes heureux ou malheureux. Il peut même dire si vous êtes un homme ou une femme et quel âge vous avez. Là, il me donne 34 ans, il est vraiment sympa avec moi. Autre innovation spectaculaire cette année à InnoRobot, cet exosquelette de conception russe. Grâce à ce mécanisme qui reproduit les mouvements de la marche, ce jeune paraplégique peut à nouveau se déplacer debout. C'est un peu comme s'il marchait normalement. C'est très important, car ça améliore sa qualité de vie et également le fonctionnement global de son corps. Sur ce salon InnoRobot, l'accent a été mis sur les cobots, ce qu'on appelle les robots collaboratifs. Exemple tout de suite avec NextStage. Bonjour NextStage, je voudrais un café s'il te plaît. Bon, alors là, NextStage a été programmé pour faire des expressos. Mais dans son pays, le Japon, il est déjà en fonction dans de nombreuses usines où il collabore avec les humains. Il peut travailler côte à côte ou face à face avec des travailleurs humains. Selon le type de production, il peut être placé à différents endroits de l'usine. Pour l'homme, l'avenir du travail à l'usine ressemblerait donc à ça, collaborer main dans la main avec des machines. C'est un assistant dans les usines par exemple, où il va pouvoir me passer les outils, je vais pouvoir travailler avec lui et on va faire comme ça des équipes d'hommes et de robots. Donc je lui donne quelque chose, il voit ma position dans l'espace, il a vu que je lui ai tendu la main, donc il est venu chercher la pièce que je lui ai donnée. Maintenant il va écouter mes ordres. Vous le voyez, cette phase interactive est encore en expérimentation avec ce robot. L'avantage c'est que avec Baxter, quand on lui dit de ranger sa chambre, il le fait. Range. Super, ça marche mieux qu'avec les enfants. Je vous invite maintenant à vous rendre sur notre site alpes.france3.fr pour découvrir un article à la fois passionnant et étonnant sur une recherche effectuée au synchrotron de Grenoble. Grâce à cet équipement unique au monde, on commence à comprendre pourquoi le jaune des toiles du célèbre peintre Matisse se détériore. À lire impérativement. Troisième et dernier volet de notre série sur la vie des bergers en alpage. Hier, nous avons laissé Gérard dans sa cabane au milieu de son troupeau de 1800 têtes. Aujourd'hui, il va vivre sa première journée en estive sur les hauts plateaux du Vercors pour 4 longs mois, presque seul. Jean-Christophe Pain, Dominique Sommet. La bergerie de Peyrerouge, 1695 mètres d'altitude au cœur des hauts plateaux du Vercors. Pendant 4 mois, c'est le repère de Gérard. Hier après-midi, les amis sont partis. Seul Bernard est resté. Garde de la réserve, c'est un peu l'ange gardien des bergers. Il leur assure notamment la liaison radio. Là, je viens pour le voisin d'à côté là, qui est nouveau, le berger, je lui montre les limites. Ils arrivent les premiers jours, ils sont un peu paumés. Hein. On te met au milieu d'une montagne, on te dit voilà, c'est... Tu te restes ici, mais c'est où les limites? Ah bon, c'est pas trop, demande aux gardes. Ça va sortir sec, voilà. Gérard, lui, il les connaît par cœur, les limites de son territoire, plus d'1 millier d'hectares. Vers 10-11 heures, peut-être je passerai avec la bergère. Ouais, d'accord. Comme ça, vous touchez 2 mots sur les limites. Ça va. Et merci bien pour tout, ouais. Ah bah de rien, ça fait un séjour. Allez, ciao. Tôt le matin, Gérard va retrouver son troupeau, parqué en contrebas. Avec toujours la même question en tête. Je pense que la journée soit bonne, que j'ai pas de surprise en arrivant au filet, qu'ils ne se sont pas échappés pendant la nuit. Mais en général, dans les filets, à moins d'avoir eu peur de quelque chose, elles ne bougent pas. Bismuth! Viens là, viens. En ce premier jour d'estive, heureusement, tout le monde est là. Les 1800 brebis et les 4 patous. Voilà, comme ça au moins, on emmène tout ce beau monde. Ça t'arrive de penser au loup? Ah oui, bien sûr. Enfin bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas?
Et il ne faut pas dire au patron, bon, ben, j'en ai perdu 50, hein. Puis je ne sais pas où elles sont. Tu les as perdues, il faut aller les chercher. Cette passion de la bergerie anime Gérard depuis tout petit, depuis l'enfance, chez son oncle, en Provence. Une histoire de famille, Gérard désormais transmet son savoir à sa petite fille. Chaque année, je dis, c'est fini, c'est la dernière. Et puis quand je vois le beau temps, quand je vois les troupeaux, ah non, non, je ne peux pas. Ah, je vais m'arrêter quand même, mais bon, je viendrai quand même, mais pas pour garder. Quand vous serez enfin en vacances, au mois d'août, vous apercevrez sans doute leur toison aux alentours du Grand Vémont. L'occasion de rencontrer Gérard, ses chiens et sa chèvre de berger. Et direction le lac d'Aiguebelette en Savoie, où l'équipe de France d'aviron s'entraîne en vue des mondiaux qui se dérouleront fin août. Ils étaient sur le pont tôt ce matin pour prendre leur marque une nouvelle fois sur ce plan d'eau qu'ils connaissent presque par cœur. Bernard Portugal, Dominique Sommet. Un entraînement matinal pour profiter de la fraîcheur. Dans un peu moins de 2 mois, ces athlètes porteront les couleurs de l'équipe de France d'aviron à l'occasion des championnats du monde, ici même à Aiguebelette. Alors forcément pour eux, ce stage sur les eaux vertes du lac a une saveur bien particulière. Aiguebelette, c'est un bassin qu'on connaît bien, on a couru dessus quand on était petit et puis là depuis quelques années à l'international, on vient régulièrement en stage faire nos entraînements sur ce bassin pour s'habituer, prendre nos repères de course. Puis c'est un bassin qui offre quand même des conditions idéales pour s'entraîner, donc c'est vraiment agréable de ramer là-dessus en stage. Au total, l'équipe de France sera composée de 65 rameurs et rameuses sur ces championnats du monde. Un groupe tricolore, mélange de jeunesse et d'expérience, qui évoluera à domicile et qui peut prétendre à des podiums dans plusieurs catégories. Forcément, les rameurs ont envie de briller chez eux, le public sera nombreux et donc ça c'est vraiment un atout supplémentaire, mais c'est aussi une préparation pour les Jeux Olympiques parce que c'est la qualif des Jeux Olympiques. Donc au-delà du fait que ça se déroule en France, les rameurs vont chercher à obtenir le sésame pour les Jeux Olympiques et donc pour ça c'est un événement assez particulier, il y aura une grosse motivation. Depuis plusieurs mois, le comité d'organisation des championnats du monde s'active pour faire de ce rendez-vous une grande fête. Du 30 août au 6 septembre, plus de 650 bénévoles seront sur le terrain pour assurer le bon déroulement des épreuves. Un engouement massif pour une vitrine exceptionnelle pour la Savoie. C'est formidable de pouvoir faire une grande fête populaire dans un cadre naturel, celui du lac d'Aiguebelette. Et en fait, c'est tout l'enjeu de cette manifestation. C'est avoir un public important et convivial et qui voit les athlètes, les meilleurs du monde entier, être champion du monde et se qualifier pour les Jeux de Rio. Dès le 30 août, 1300 athlètes représentant 70 nations se disputeront les 23 titres mondiaux mis en jeu. Quant au public, il devrait répondre présent puisque 32 000 spectateurs sont attendus sur l'ensemble des épreuves. Et une dernière histoire d'eau, histoire de se rafraîchir. Le freerider de Chamonix, Aurélien Ducrot, s'attaque aujourd'hui au Tour de France à la voile, accompagné de 2 skippers avertis. Le Chamoniard embarque à Dunkerque pour une aventure au long cours qui s'achèvera à Nice le 26 juillet prochain. Son bateau, vous le voyez, un Diam 24, un trimaran de 7,20 m taillé pour la vitesse et pour les sensations. Et on lui souhaite bonne chance à Aurélien Ducrot. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale, 19 h ce soir, en compagnie de Fabrice Cagnin. Passez